Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Anaïs vous répond, la petite capsule du week-end dans laquelle j'écoute les questions que vous m'avez envoyées par message vocal et j'y réponds. Cette semaine, je réponds à la question d'Astrid. Salut Anaïs. J'aime beaucoup le fait que tu aies déjà parlé à plusieurs reprises de ton attrait pour tous les corps de métier derrière un film. Mais ma question, elle a plutôt à voir avec celles et ceux à qui on pense direct, en fait, quand on parle de cinéma. Quelles actrices et quels acteurs font partie de ton panthéon personnel? Bon, ok, on peut aussi parler des crushs, mais j'aimerais aussi surtout savoir quelles prestations t'ont touché et pourquoi. Et puis aussi, qui tu suivrais jusqu'au bout, peu importe sa filmographie à venir. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup Astrid pour ta question. Je pense que, en ce qui me concerne, c'est pas vraiment possible de dissocier les crushs de mes interprètes préférés. Et ça veut pas forcément dire que j'ai envie de fonder une famille avec eux, m'installer avec eux, etc. Mais je pense vraiment que, pour moi en tout cas, un bon acteur ou une bonne actrice, c'est quelqu'un que je ne me lasse pas de regarder. Quelqu'un qui me fascine physiquement, c'est sûr, mais aussi dans sa gestuelle, sa voix, sa manière de jouer. Et tout ça, pour moi, ça fait un peu partie du crush. Et c'est ça qui est génial, c'est que justement, dans la vraie vie, par exemple, est-ce que Michael Stuhlbarg est trop vieux pour moi? Oui. Mais au cinéma, je peux totalement être amoureuse de lui parce que je le trouve fascinant à regarder. J'adore le regarder bouger, l'entendre parler. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de l'interviewer très récemment et c'était un vrai bonheur. Il est trop sympa. Il y a des grands acteurs ou des grandes actrices dont je ne me lasserai jamais. Par exemple, Nicole Kidman. Je ne me fatiguerai jamais de regarder son visage, de la regarder jouer. Et on dit souvent que c'est dommage parce qu'elle a fait trop de botox, elle a fait trop de chirurgie et qu'elle est devenue inexpressive. C'est peut-être vrai, mais honnêtement, moi, je continue de la trouver fascinante et je trouve même que ça apporte quelque chose. Bon, déjà parce qu'elle choisit souvent des rôles qui vont être des réflexions directes sur son apparence physique. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose de toujours très intéressant dans le choix de production qu'elle va faire. Mais je trouve aussi qu'une des choses les plus plaisantes quand on suit la carrière d'un acteur depuis longtemps ou d'une actrice, c'est de le voir changer et évoluer physiquement. Et en fait, Nicole Kidman, elle a peut-être fait de la chirurgie esthétique, mais justement, moi, j'ai l'impression que dans chaque nouvelle œuvre dans laquelle je la vois, elle a plus la même tête. Et je trouve ça d'autant plus intéressant, en fait. J'aime contempler le talent d'actrice qu'elle a, alors que, justement, elle ne fait que se métamorphoser physiquement depuis des années et des années. Et d'ailleurs, comme pour les crushs, je pense qu'il y a à la fois des coups de foudre. Moi, j'ai vraiment eu un coup de foudre, par exemple, pour Damien Bonnard, un acteur français, quand j'ai vu Rester vertical. C'est la première fois que je l'avais découvert au cinéma. Et j'ai été complètement subjuguée. Et depuis, à chaque fois que je le vois à l'écran, je suis ravie de le revoir. Je trouve que c'est un très bon acteur, mais je pense que c'est aussi l'expérience de visionnage très, très forte que j'ai eue devant Rester vertical qui m'a un peu marquée pour toujours. Mais comme les crushs, je pense que c'est aussi possible de se lasser, en fait, de certains acteurs ou certaines actrices. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y en a surtout qui deviennent un peu omniprésents dans la culture à un certain moment où ils ont une ascension fulgurante et on va avoir d'abord un coup de foudre très très fort, mais comme souvent quand on a un coup de foudre très rapide et très fulgurant, ça s'essouffle aussi assez rapidement. Et moi je sais que j'ai eu ça pendant une certaine période avec Jennifer Lawrence qui était trop présente. J'ai eu ça avec Raphaël Quenard où je pense qu'on est tous tombés amoureux de lui et puis après son 78e film la même année, je pense qu'on en avait tous un peu marre. Pourtant c'est des acteurs qui sont très bons et je pense qu'ils sont constants dans leur talent, mais c'est juste que quand on les voit trop, on finit par perdre un petit peu cette excitation qu'on a pour eux. Et honnêtement, désolé, mais c'est pareil avec les crushs, ou en tout cas, je pense que c'est un petit peu pareil en amour, ou quand on développe une fascination romantique pour quelqu'un. Par exemple, moi, il y a eu une époque où il était inenvisageable de rater le moindre film avec Jake Gyllenhaal. J'avais un vrai crush sur lui, physique, en plus c'est l'ex de Taylor Swift, trop stylé. Mais j'étais vraiment fascinée par cet acteur, je trouve qu'il a un talent immense. Évidemment, je l'ai adoré dans Brokeback Mountain, mais je pense que le film qui m'a le plus frappé, c'était Night Call. Pour moi, c'était vraiment le pic de Jake Gyllenhaal et je pense que malheureusement, après ça, il s'est peut-être un petit peu moins renouvelé, en tout cas de ce que j'ai vu. Et donc, j'admets que je me suis un petit peu lassée de Jake Gyllenhaal, mais je continue de l'admirer. Mais disons que maintenant, il va pas forcément m'inciter à me déplacer en salle comme c'était le cas il y a quelques années. Parmi les gens qui m'incitent très fortement à me déplacer en salle, il y en a quand même pas mal. Je dirais qu'un des plus importants pour moi et un des premiers auxquels j'ai pensé quand j'ai entendu ta question, c'est Michael B. Jordan.
C'est un très très grand acteur, il est aussi très beau, mais ce n'est pas uniquement ça qui m'intéresse chez lui. Je l'ai découvert dans The Wire, comme beaucoup de monde je pense, puisque c'était un rôle dans lequel il était encore très jeune. Et puis ensuite, il est passé au cinéma avec notamment un très beau rôle dans Fruitvale Station de Ryan Coogler. C'est un film qui m'a terrassée. Ça a aussi été le début d'un gros crush pour la carrière de Ryan Coogler, le cinéaste. Mais à partir de là, j'étais prête à suivre Michael B. Jordan n'importe où. Il a une capacité à générer de l'émotion et de l'empathie, même dans des personnages qui vont être antipathiques, qui est vraiment impressionnante. Et d'ailleurs, il l'a prouvé dans Black Panther, puisque je pense que c'est peut-être le personnage le plus mémorable de Black Panther, alors que c'est le méchant. Et c'est un des méchants les plus mémorables de l'univers Marvel, parce qu'il a aussi de l'humanité et parce qu'il arrive à générer vraiment une émotion forte pour son personnage. I want the throne. Hey, you, the tuna. Y'all sitting up here comfortable. Must feel good. It's about 2 billion people all over the world that looks like us. But their lives are a lot harder. Wakanda has the tools to liberate them all. And what tools are those? Vibranium. Your weapons. Our weapons will not be used to wage war on the world. It is not our way to be judge, jury, and executioner for people who are not our own. Not wrong. But didn't life start right here on this continent? So ain't all people your people? I am not king of all people. I am king of Wakanda. Il a aussi joué dans Creed, que j'adore. Et il était cette année à l'affiche de Sinners. Et je pense que Sinners va mener une belle campagne dans la saison des Awards. Donc on risque de revoir Michael B. Jordan peut-être jusqu'aux Oscars. Et je pense que ce serait très chouette de le voir gagner un Oscar. Il y en a une autre que je suivrai n'importe où, c'est Greta Gerwig. Alors maintenant, elle est plutôt connue comme réalisatrice, puisque c'était la réalisatrice de Barbie, et avant ça de Little Women, et avant ça de Lady Bird. C'est devenu une de mes réalisatrices préférées très rapidement, mais avant ça, c'était une de mes actrices préférées. Elle est devenue connue pour ses rôles dans des films appartenant à la mouvance Mumblecore, notamment avec Noah Baumbach, qui est devenu son mari. Donc, c'était des films très, très, très indépendants, basés parfois sur l'improvisation, avec une intrigue assez faible et plutôt des déambulations de personnages ou des questionnements un peu existentiels des personnages. Elle a coécrit Frances A. avec Noah Baumbach, film dans lequel elle incarne aussi le rôle principal. Moi, c'est un film que j'adore. Je la trouve géniale dedans. C'est une actrice qui peut crisper certaines personnes. Il y a même des parodies d'elle qui existent parce qu'elle a toujours une présence un peu à l'ouest, en fait. Elle a quelque chose d'assez perché, une attitude physique un peu gauche, quelque chose d'un petit peu précieux parfois dans sa manière de s'exprimer ou une candeur qui peut paraître fausse, en tout cas aux yeux de certaines personnes. Mais moi, c'est ça que je trouve fascinant chez elle. Et encore une fois, je ne peux pas me lasser de la regarder. Je peux la voir dans n'importe quoi, je la trouve vraiment géniale. Et d'ailleurs, il y a un film que j'adore d'elle et qui est pas très connu, enfin un film dans lequel elle joue, un film de Whit Stillman qui s'appelle Damsels in Distress. Ça remonte il y a quelques temps maintenant, donc c'était avant qu'elle se lance dans sa carrière de cinéaste, mais je l'avais aussi trouvée fulgurante dans ce film. C'est une comédie un petit peu loufoque et donc parfaite pour le ton de Greta Gerwig. Et donc elle, vraiment, que ce soit en tant qu'actrice ou cinéaste, si je vois son nom, je suis contente. C'est très simple. J'avoue que, justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices que je trouve superbes, mais je pense que mes plus grands coups de cœur, en tout cas de ces dernières années, en ce qui concerne les comédiens, ça va souvent être des comédiennes. Une de celles que j'aime le plus, qui est aussi une des muses de Greta Gerwig, c'est Saoirse Ronan. Saoirse Ronan, qui est irlandaise, qui est depuis peu mariée à Jack Lowden, qui pour le coup est, je pense, l'homme le plus magnifique de l'histoire. Donc je suis très 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 jalouse de leur couple, parce qu'ils sont juste trop stylés, et c'est tous les deux des très bons acteurs, mais alors elle est vraiment impressionnante. Je l'ai adorée dans Lady Bird, mais la première fois que je l'ai découverte, c'était dans Anna, un film d'action que j'avais beaucoup aimé, notamment pour la musique des Chemical Brothers. Elle a joué dans un autre de mes films préférés, qui est Brooklyn,
qui est vraiment un récit initiatique sublime sur une immigrée justement irlandaise qui part vivre à New York et qui se sent déchirée entre ses deux identités. Et dans Lady Bird de Greta Gerwig, qui est aussi un film que je suis incapable de regarder sans fondre en larmes dès les 15 premières minutes, je pense. Donc vraiment, si Saoirse Ronan est dans un film, je signe tout de suite. Pareil avec Carrie Coon, qui est une actrice que j'ai découverte à la télé, comme beaucoup de mes acteurs préférés en fait. Je l'ai découverte dans The Leftovers, où elle jouait Nora Durst, et je pense que c'est peut-être mon personnage féminin de série préféré. Je la trouve totalement unique. Je suis complètement fan de Nora Durst, et je trouve que Carrie Coon, dans cette série, livre une des plus grandes performances d'actrice, en tout cas que moi j'ai jamais vues. But this, what we've experienced, it isn't grief. Ambiguous loss. If my 8-year-old could find happiness again, why can't the rest of us? Bullshit. I'm sorry? No, you're not sorry. Sorry people don't write fucking books. Wait a minute, ma'am. If I've offended you in any way, that was not my... Ambiguous loss? What is ambiguous about your family being gone? Well, and you must know because you lost, what, 4? You count your parents in that? What were they, in their 70s? You sit there and tell me a story about your daughter. I lost everyone. I lost everything, you fucking fraud. You fucking liar. You're not in pain? Because if you were in pain, you would know there is no moving on. There is no happiness. What's next? What's fucking next? Nothing is next. Nothing. Et donc, pareil, quand je la vois à l'affiche d'un autre film, je suis très contente. C'est pas une actrice qui a des très grands rôles. Et c'est vraiment dommage parce qu'elle est extrêmement talentueuse. Elle est aussi mariée à Tracy Letts, qui est un acteur et dramaturge que j'admire beaucoup. Donc, encore une fois, les power couples. Je pense que j'admire aussi beaucoup ces meufs parce qu'elles ont bon goût, en plus, dans leur vie intime. Et ça me fait les aimer encore plus. Elle a joué quand même dans un film, Carrie Coon, qui était vraiment super et qui a été un peu sacrifié par le Covid. C'est un film qui s'appelait The Nest. Un très très bon thriller avec Jude Law. C'est un film qui devait sortir pendant la pandémie et dont la date de sortie a été repoussée justement 1 milliard de fois à cause de la pandémie. Et donc ce film est tombé dans l'oubli alors qu'il était vraiment génial. Un dernier coup de cœur féminin récent, je dirais que c'est Jessie Buckley. Encore une fois, une personne que je trouve magnifique physiquement. Désolée, je sais que tu voulais qu'on aille au-delà des crushs, mais pour moi, c'est tellement important. Enfin, je trouve qu'elle est super belle et je pourrais vraiment la regarder pendant des heures. Il se trouve qu'elle est aussi sympa puisque je l'ai interviewée une fois. C'est une des rares actrices que j'ai interviewées parce que j'avoue que j'ai plus tendance à chercher des interviews avec des cinéastes. Mais elle, j'étais très, très, très contente de pouvoir l'interviewer et faire son portrait pour Slate. C'est une actrice qui a joué dans la série Tchernobyl, qui a été, je pense, révélée pour beaucoup de monde par le film Wild Rose, qui était une comédie musicale. Et ensuite, elle a fait beaucoup de films indépendants que moi je trouve super, notamment Je veux juste en finir de Charlie Kaufman, qui est un film très dark, mais dans lequel elle incarne une multitude de versions du même personnage. Elle est très très impressionnante. Elle a joué dans The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal, qui est géniale. D'ailleurs, Maggie Gyllenhaal, aussi une actrice que j'adore, et qui est devenue une très bonne réalisatrice, très 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 talentueuse. Et Jessie Buckley est dans Hamnet, le film qui est pour l'instant considéré comme un des gros favoris dans la course aux Oscars. Et je pense qu'elle est, elle aussi, considérée comme celle qui a le plus de chances de remporter la statuette de la meilleure actrice. Évidemment, encore une fois, tout ça peut changer, mais pour l'instant, elle est très très bien partie et sa performance dans Hamnet est incroyable. Enfin, vraiment, Jessie Buckley, suprématie, moi je la kiffe trop. Honnêtement, il y en a plein d'autres. Il y en a pour lesquels c'est plus lié aux cinéastes avec lesquels elles ont l'habitude de collaborer. Par exemple, je dirais jamais non à Laura Dern ou à Naomi Watts. Et je pense que c'est parce qu'elles sont issues de l'univers de David Lynch elles font partie des muses de David Lynch. Et je les trouve toutes les deux fascinantes à regarder, excellentes dans une multitude de rôles et de registres, à la fois dramatiques et comiques. D'ailleurs, je pense que la plupart des comédiens et comédiennes que j'ai cités pour l'instant sont plutôt connus pour un registre dramatique. Si je devais quand même sortir une actrice comique qui est pour moi peut-être la meilleure actrice comique actuelle, enfin en tout cas de sa génération, c'est Melissa McCarthy. Je pense que cette femme est un génie absolu de la comédie. Bridesmaids ou Mes meilleurs amis, vous le savez peut-être, c'est un de mes films préférés. Pour moi, c'est une des plus grandes comédies de l'histoire. Et c'est en grande partie grâce à elle et notamment grâce à ses improvisations. Elle est juste brillantissime et hilarante. How's it going? It's going great.
It's going great. I'm on the mend. You know, I just got some pins in my legs. A mate fell off a cruise ship. Oh, but I'm back. Shit. But yeah, oh shit. Took a hard, violent fall. Kind of pinballed down. Hit a lot of railings. Broke a lot of shit. I met a dolphin down there. And I swear to God, that dolphin looked not at me, but into my soul. Into my goddamn soul, Annie. And said, I'm saving you, Megan. Not with his mouth, but he said it, I'm assuming telepathically. We had a connection. Je ne peux pas m'arrêter de la regarder. Elle aussi, quand je la vois à l'écran, elle a joué dans Spy, qui est aussi peut-être un peu moins connue que Mes meilleurs amis, mais qui est tout aussi drôle selon moi. Donc Melissa McCarthy, pour moi, très, 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 très grande actrice, qui est aussi très bonne en registre dramatique, mais elle est plus connue pour sa gamme comique. Il y en a une que je voulais mentionner parce que je pense qu'elle n'est malheureusement pas assez connue et c'est un crime. Pour moi, c'est une des plus grandes actrices aussi de tous les temps. Cette actrice, c'est Marianne Jean-Baptiste. C'est une actrice britannique qui a notamment joué avec Mike Leigh et qui était dans la Palme d'Or Secrets et mensonges, Secrets and Lies de Mike Leigh. C'est un film foudroyant, vraiment. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Et pour le grand public, ou le plus grand public, si vous la googlez, vous la reconnaîtrez aussi peut-être comme une des actrices de FBI Portée disparue. Moi, je pense que c'est peut-être comme ça que je l'ai découverte, en fait, à la télé. Et elle aussi, elle est vraiment brillantissime. Elle était l'année dernière dans un de mes films préférés de l'année dernière, si ce n'est mon film préféré, qui s'appelait Hard Truth et qui a été traduit par Deux sœurs en français. C'est un autre film de Mike Leigh. Et elle est, mais j'ai même pas les mots en fait. Enfin, ce qu'elle arrive à faire, mais c'est incroyable. Et Marianne Jean-Baptiste, s'il y avait un peu de justice dans ce monde, aurait eu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film ou pour les précédents. Mais elle a encore une fois été oubliée. C'est pas une gigantesque star et je trouve ça vraiment regrettable parce que moi, pour le coup, elle, si je la vois, pareil, listée n'importe où, j'y vais direct. Et je la trouve tellement charismatique, tellement impressionnante, tellement fascinante. Enfin bref, je pourrais en parler pendant très longtemps. Bon, quand même, pour parler un peu des mecs, j'ai oublié Paul Dano aussi, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert, je pense comme beaucoup de monde, dans Little Miss Sunshine. What happened? He's colorblind. He can't fly. Oh, Jesus. Oh, no. Just give me a second. Que j'ai trouvé bouleversant dans Love and Mercy, le biopic de Brian Wilson des Beach Boys. Et d'ailleurs, Olivier Assayas, qui l'a casté dans son dernier film, l'a aussi casté pour cette raison, parce qu'il l'avait trouvé génial dans Love and Mercy. Donc, je suis ravie de savoir que j'ai les mêmes goûts qu'Olivier Assayas en ce qui concerne les acteurs. Et je crois que je vous l'avais peut-être dit dans un de mes épisodes à Venise, mais Paul Dano, c'est le seul acteur qui m'a fait défaillir physiquement quand je l'ai croisé, en fait. Et encore une fois, il y a peut-être des gens qui vont dire qu'il est moins conventionnellement attirant qu'un Brad Pitt ou qu'un Jacob Elordi. Enfin, j'ai rougi, en fait, quand je l'ai vu. Il m'a même pas regardé, il a même pas vu que j'étais là, je l'ai juste aperçu, j'ai rougi directement. Il a une présence assez impressionnante et c'est un acteur qui a à la fois beaucoup de douceur et beaucoup d'intensité, ce qui est quelque chose de très très rare. Il joue aussi dans There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, dont je vous ai déjà parlé 3 milliards de fois. Bref, Paul Dano, cœur, cœur, cœur. Comme pour les crushs, ça va, ça vient, et j'en ai peut-être 3 actuels, des crushs qui s'effaceront peut-être dans le temps, mais actuellement, je dirais que c'est les 3 talents qui m'intriguent le plus et qui me fascinent le plus. La première, c'est Ayo Edebiri, qui était aussi à la télé dans The Bear, enfin à la télé des séries, des plateformes. Elle est actuellement à l'affiche de After the Hunt de Luca Guadagnino. Je la trouve magnifique, je la trouve extrêmement stylée, elle s'habille trop bien, elle est drôle, elle est aussi forte en comédie qu'en drame, et elle, pareil, honnêtement, elle peut faire n'importe quel projet, je serais ravie de la regarder, même si elle est dans une énorme bouse, je serais vraiment juste contente de pouvoir poser mes rétines sur elle et ses performances. Il y en a une autre, c'est Mia Goth, qui est plutôt une actrice de films d'horreur, qui jouait dans Pearl, dont vous avez peut-être entendu parler, et auquel on a consacré un épisode d'Amis. Pareil, c'est une actrice qui a une voix déjà unique, une voix très, 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 très aiguë et fluette.
Elle a pas de sourcils. Elle a un accent britannique très prononcé et elle joue dans beaucoup de films d'horreur. Je pense qu'il joue sur son physique très particulier et en même temps elle est très belle, mais elle a quelque chose de très unique dans sa présence et pareil, incroyable. Et le dernier de mes crushs actuels, c'est Glenn Powell, qui commence quand même à devenir de plus en plus connu. Moi, je l'ai découvert dans Everybody Wants Some de Richard Linklater, Linky, et c'est lui qui l'a révélé. En fait, c'est un acteur texan qui a un peu cette énergie que Matthew McConaughey avait à ses débuts quand il a aussi été révélé, en partie par Dazed and Confused de Richard Linklater. C'est un peu la même énergie malicieuse d'un mec qui est super bien foutu, qui est un peu blond, beau gosse, mais qui en même temps a aussi l'air d'être très intelligent. Il est aussi très bon scénariste puisqu'il a écrit le film Hitman que j'avais adoré l'année dernière et dans lequel il joue le rôle principal et il doit incarner plein de rôles différents en fait. Il était dans Twister, le film de la tornade, qui était donc une sorte de suite ou remake de Twisters. Glenn Powell, vraiment, pareil, c'est quelqu'un, si vous le voyez en photo, vous vous direz peut-être, il a une tête de belette, mais en fait, vous le voyez jouer et il prend vie à l'écran, il est d'un charisme complètement débordant. Et enfin, là, vous vous dites, mais elle se fout un peu de notre gueule quand même, ça fait 20 minutes qu'elle parle et elle a toujours pas mentionné une personne très spécifique. Et cette personne, la personne que je suivrai jusqu'à la fin de sa carrière, quoi qu'il fasse comme choix, où qu'il aille, peu importe qui il épouse, même si c'est moi qui l'aurais déjà épousé, c'est Ryan Gosling. Je pense que c'est mon acteur préféré. En tout cas, c'est le seul acteur qui m'a motivée à acheter un pull avec son nom écrit dessus. Je suis vraiment pas fan de beaucoup de monde, je pense, dans la vie, à part aussi peut-être un peu de Taylor Swift. Mais je suis fan de Ryan Gosling. Je pense que si je devais lui parler un jour ou l'interviewer, je me décomposerais instantanément. Il est, selon moi, très, très talentueux et j'avais même écrit un long article sur lui à l'époque où je travaillais pour BuzzFeed sur le fait qu'il était desservi par sa beauté et que son physique de Ken, littéralement, a occulté pour la critique, en tout cas, tout le talent qu'il possède. Déjà, c'est un très bon acteur comique. Dans The Big Short, il a 2 scènes. Ces scènes sont incroyables. Might be time to get a life jacket and get out. I mean, seriously, I feel like I'm financially inside of you or something. Okay. I'm jacked. I'm jacked to the tits! Good. Do you feel it? Dans The Nice Guys, il est hilarant. C'est aussi un très très bon acteur dramatique. Certes, il a une préférence pour des rôles assez silencieux, mais c'est des rôles qui lui vont très bien. Évidemment, il y a Drive. Moi, je l'ai découvert avec Alf Nelson, dans lequel il joue un prof qui a un problème d'addiction à la drogue. Et c'est un peu un genre cinématographique qui est tourné en dérision maintenant, genre le prof blanc dans un lycée à majorité noire qui va un peu se prendre d'affection pour un ou une élève et ils vont s'élever l'un l'autre ensemble à travers leur complicité. C'est hyper cliché, mais Alf Nelson, moi j'avais quand même adoré ce film. Il joue dans Fracture avec Anthony Hopkins, il est trop bon et il joue un avocat hyper BG. Il joue dans Lars and the Real Girl, il joue un mec qui est amoureux d'une poupée en plastique, qui est super timide et il avait pris beaucoup de poids pour ce rôle alors que le réalisateur ne lui avait absolument pas demandé, mais juste il a pris des initiatives. Il joue dans Blue Valentine, qui est un film un peu traumatisant, mais vraiment, vraiment beau. Même dans The Gray Man, qui était un film que j'ai vu sur Netflix, qui n'a peut-être pas énormément de mérite cinématographique, je l'ai trouvé très, très bon. Depuis qu'il s'est marié à Eva Mendes et qu'ils ont fait des enfants tous les deux, il a un peu pris du recul sur sa carrière, il joue beaucoup moins et il s'est aussi éloigné des projets justement très très indé, taiseux, sérieux pour lesquels il était devenu connu. Et maintenant, en fait, il a même affirmé qu'il refusait de faire plus de 2 jobs par an parce qu'il veut être présent pour élever ses enfants et pour sa famille. Donc c'est un peu devenu une sorte de demi-père au foyer et il joue du coup dans des productions à plus gros budget, donc qui ont beaucoup moins de prestige en fait que ceux pourquoi il est devenu connu, mais il est très bon dedans aussi. Il y avait aussi le film dans lequel il joue The Fall Guy, dans lequel il joue un cascadeur avec Emily Blunt, il me semble. Très très bon film, très bonne comédie romantique. Voilà, il sait tout faire, il est parfait, il est beau, il a l'air d'être intelligent. Il a un super groupe de musique qui s'appelle Dead Man's Bones, dans lequel il joue quasiment tous les instruments en autodidacte. Ce mec est génial et je pense qu'il a beaucoup plus de relief que ce que les gens ont voulu
pensé de lui pendant des années et des années. Moi, c'était une injustice qui me frustrait énormément et j'ai trouvé ça génialissime qu'il endosse le rôle de Ken chez Greta Gerwig pour justement se moquer de l'image qu'on lui avait attribuée. C'était un très 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 bon move et d'ailleurs ça lui a permis de retourner aux Oscars. Voilà, Ryan Gosling, je t'aime, tu peux faire ce que tu veux, je te suivrai n'importe où. Enfin bon, il faudrait pas dire ça parce que globalement, il faut faire confiance à personne dans la vie, mais Ryan Gosling est mon acteur préféré, je pense. Voilà, j'ai encore parlé beaucoup trop longtemps. Merci Astrid pour ta question et merci à tout le monde d'avoir écouté ce petit épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un gros épisode spécial Halloween. Et évidemment, si vous avez une question à me poser, vous pouvez me l'envoyer par texte ou de préférence par message vocal à l'adresse mail podcast@slate.fr. Salut tout le monde! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.